Août 1942. Un télégramme énigmatique et une mystérieuse enveloppe scellée vont provoquer d'importantes répercussions dans la vie des Juifs étrangers installés dans les départements de la région de Montpellier, Aude, Aveyron, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. Les opérations de ramassage des Juifs étrangers, qui se préparaient déjà depuis quelques semaines, vont commencer. Une première opération, peu visible pour la population, a débuté dès le 23 août dans le 3e groupement de travailleurs étrangers de la région de Montpellier. Finalement, les 2 opérations vont s'effectuer en parallèle, selon des schémas similaires, autant dans leur préparation que dans leur exécution. Avec le régime de Vichy, naît un antisémitisme d'État. Il est le résultat d'une longue histoire. Depuis la fin du XIXe siècle, on voit se développer un courant politique rejetant les Juifs. Ils sont accusés par des pamphlétaires nationalistes d'être au cœur d'un complot mondial visant à accaparer tous les leviers des pouvoirs politiques et économiques. Dès 1886, le livre d'Édouard Drumont intitulé « La France juive » donne le ton. Dans les années 1890, l'affaire Dreyfus marque l'opinion publique. L'Action française et son doctrinaire Charles Maurras ne cessent de marteler le danger représenté par les Juifs des années 1900 à la naissance du régime de Vichy, qualifié de « divine surprise ». Une telle tendance n'est pas propre à la société française. L'antisémitisme se manifeste dans de nombreux pays d'Europe et notamment en Autriche et en Allemagne. Comme on le sait, Hitler va bâtir sa stratégie politique et construire ses campagnes de propagande sur ce rejet, comme on le perçoit en parcourant Mein Kampf, le livre qu'il écrit dans sa prison, qui sera publié à partir de juillet 1925. Dès l'instauration de l'État français, le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain s'entoure de militants antisémites et ne tarde pas à prendre des mesures radicales. Plusieurs témoignages racontent que Raphaël Alibert, le futur garde des Sceaux, avoue dès l'été 40 qu'il est en train, je cite, de leur préparer un statut des Juifs aux petits oignons. Ce statut voit le jour le 3 octobre 1940. Il interdit notamment la fonction publique aux Juifs et annonce toute une série de mesures d'exclusion. Il s'agit d'une forme d'alignement sur l'Allemagne nazie qui a déjà adopté des lois raciales. Un document découvert en 2011 montre que le statut a été durci par Pétain. On a un exemplaire du statut corrigé de sa main qui prouve qu'à différents niveaux, le Juif est considéré comme le responsable de la défaite. Il aurait décomposer la France. Les mots de Pétain sont forts. Le chef de l'État entend désormais briser ce qu'il nomme l'influence délétère des Juifs. Une loi votée le 4 octobre 1940 permet d'interner des étrangers de race juive. Dès l'été 1940, et cela sera visible particulièrement dans l'Hérault, il y a une stratégie d'harcèlement systématique des milieux juifs. Elle se manifeste dans des tracts virulents, par des articles de journaux dénonçant le problème juif. La propagande gouvernementale est intense à tous les niveaux, dans une France où règne la censure. La forme la plus spectaculaire de cette stratégie sera les attaques des magasins tenus par des juifs. On colle des papillons sur lesquels on peut lire « Attention, ici, magasin juif ». On brise les vitrines, on badigeonne les devantures avec des inscriptions antisémites. Sur les murs des villes, on n'hésite pas à écrire « Mort aux Juifs ». Des militants collaborationnistes, notamment issus du Parti populaire français de Jacques Doriot, sont souvent à l'origine de ces opérations visant à désigner à la vindicte populaire les Juifs, afin de les stigmatiser et de les ruiner. En mars 1941, se met en place le Commissariat général aux questions juives. C'est un tournant dans la politique antisémite en France. Les Allemands préparent la solution finale visant à débarrasser les Juifs en les expulsant vers des territoires lointains à l'est de l'Europe. Le Commissariat général aux questions juives sera un levier majeur pour accentuer les persécutions. L'amiral Darlan, alors chef du gouvernement, et le maréchal Pétain donnent leur accord à sa création. À partir de ce moment-là, explique l'historien Laurent Joly, qui a écrit une thèse sur la question, il y a une fusion entre les politiques allemandes et françaises, ce qui va aggraver le sort des Juifs.
On se met à recenser les Juifs en zone libre et la spoliation de leurs biens y est étendue. C'est durant cette période que l'on voit se resserrer l'étau sur des Juifs avec la constitution de différents fichiers. Constitués à la suite de l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940 dans la zone occupée et de la loi de l'État français du 2 juin 1941 en zone non occupée qui stipule l'obligation pour les Juifs d'aller se faire enregistrer dans les commissariats de police de leur arrondissement ou en province dans les services de la préfecture. La constitution de ces fichiers permet de faciliter leur recensement afin de pouvoir les appréhender à tout moment. C'est cette logique antisémite propre à Vichy qui pousse les autorités à apposer le mot juif sur les cartes d'identité et les cartes d'alimentation de la zone sud à la fin de l'année 1942. Les déportations avaient cependant débuté avant l'instauration de ce marquage humiliant. Pierre Laval, de retour à la tête du gouvernement en avril 1942, en accord avec Philippe Pétain, accentue la politique de collaboration avec l'Allemagne édictée lors des accords de Montoire signés en octobre 1940. Comme les autorités d'occupation exigent 40 000 juifs, il met tout en place avec l'appui de René Bousquet, le secrétaire général à la police, pour arrêter des milliers de juifs jugés indésirables. Les 16 et 17 juillet 1942, la police vichiste organise la rafle du Veldiv à Paris. 12 884 femmes, hommes et enfants sont arrêtés par la police parisienne. Ils sont aussitôt déportés dans les camps nazis. Les arrestations se multiplient en zone occupée durant tout l'été, ce qui ne manque pas d'effrayer les Juifs et une grande partie de la population qui s'alarme de la monstruosité de ce type d'opération. La lecture de courriers saisis par les autorités montre que certains Juifs persécutés cherchent à alerter leurs proches, réfugiés en zone libre, face à la barbarie qui se répand comme une traînée de poudre dans toute la société française. Mon cher Pierre, il se passe à Paris des choses horribles. Tout le monde est indigné. Des familles innocentes sont disloquées. Les mères séparées de leurs enfants. Dis bien à tous ici que la collaboration est impossible avec des gens aussi barbares. Et ce n'est pas avec de tels procédés qu'ils nous convaincront. Oublierait-il que qui sème la haine récolte la haine ? Une prolifération d'instructions, de circulaires, de télégrammes et de messages téléphonés vont être diffusés dès la fin du mois de juillet et parfois avec la mention très secret ou confidentiel. L'instruction 2765 Paul 9 annonce l'opération qui va toucher les Juifs de certaines nationalités pour les transporter en zone occupée avant le 15 septembre. On commence à établir un repérage de personnes à rafler et à déterminer les effectifs à fournir. Certaines nationalités vont être désignées. Allemand, Autrichien, polonais, tchécoslovaque, estonien, sarrois, lituanien, soviétique, réfugiés russes, lettons. danzicois. Des motifs d'exemption vont être établis. Cette liste va connaître quelques restrictions dans la note du 20 août 1942 du préfet délégué de l'Hérault et dans l'additif à la note du 19 août 1942 du chef du groupement 3. Sur les 11 motifs de dérogation initiaux, 5 d'entre eux seront retenus. Seront exemptés les vieillards de plus de 60 ans, les intransportables, les parents d'enfants de moins de 2 ans, les femmes en état de grossesse apparent, les individus ayant un conjoint ou un enfant français. Des précisions concernant les enfants s'en suivront. Pour toutes les autres familles qui ne remplissent pas l'une des conditions d'exemption ci-dessus, la faculté de laisser les enfants de moins de 16 ans en zone libre est supprimée. Les enfants de plus de 2 ans et de moins de 16 ans non accompagnés sont exemptés. Malgré un contexte de pénurie, les moyens matériels et humains sont mobilisés et réquisitionnés. Des wagons sont préparés pour le transport des personnes en zone occupée. Assurer installation chaque wagon, broc, eau potable, seau hygiénique. Des cars sont réquisitionnés pour le ramassage et l'organisation des tournées. J'ai l'honneur de vous faire connaître que les cars que vous devez mettre à la disposition de la gendarmerie ou de la police, pour le compte de mon administration, devront être mis en place et prêts à assurer leur mission au plus tard le 26 août courant, à 24 heures. Je souligne que la mission que vous devez accomplir présente un caractère d'intérêt national.
Des forces de police, de gendarmerie et des militaires sont réquisitionnés. Le préfet délégué. J'ai l'honneur de vous confirmer ma demande téléphonique, vous priant de bien vouloir mettre à ma disposition à Agde les 161 groupes mobiles de réserve qui participeront aux opérations de ramassage. Je vous prie également de vouloir bien envisager la possibilité de faire assurer l'escorte du convoi qui quittera Agde le 27 août courant pour Rivesaltes par ces mêmes groupes mobiles de réserve. Nous, préfet de l'Hérault, requérons de Monsieur le Général Commandant la 16e division militaire de mettre à notre disposition un escadron de la garde à l'effet d'assurer la surveillance du camp d'Agde au cours des journées des 25, 26 et 27 août 1942. On mobilise également des agents. Chef du service central des travailleurs étrangers, je compte sur votre activité et votre dévouement pour que ces opérations s'effectuent strictement dans les conditions prévues malgré les difficultés. Veillez strictement à ce qu'aucune injustice ne soit commise et qu'il ne soit pas désigné de partant qui puisse se prévaloir d'une des causes d'exception. Les opérations sont organisées minutieusement. D'ailleurs, de nombreux documents apportent les détails de l'organisation et de la mise en œuvre de cette opération. Le 8 août 1942, le préfet régional rassemble les préfets de la région ou leurs représentants, ainsi que les dirigeants des différents services de police et de gendarmerie. Lors de cette réunion, sont présentées de façon détaillée les différentes phases. Établissement de liste, identification des intéressés, établissement d'un plan de ramassage, description des modalités du ramassage, désignation du camp de Rivesaltes comme centre régional pour Montpellier. Le contrôleur général de la police nationale expose. L'opération de ramassage doit être effectuée humainement. Il faut à tout prix éviter les manifestations. À Paris, à l'occasion d'opérations similaires, il y a eu des suicides. Certains juifs se sont jetés par les fenêtres. Il faut à tout prix éviter cela. Le ramassage doit se faire simultanément dans toute la France, au jour et à l'heure fixée, sans doute le matin entre 4 et 5 heures. En effet, à cette heure, il y a plus de chances de trouver les intéressés à leur domicile. Il faudra prévoir des moyens d'enlèvement rapides. Un centre départemental doit aussi être constitué. Pour l'Hérault, ce sera le camp d'Agde. Après les arrestations, d'autres instructions viennent préciser les modalités concernant la gestion des biens laissés par les Juifs, le sort des enfants et des vieillards et le rôle du service social des étrangers. On prévoit des mesures en cas d'acte d'hostilité ou de résistance. Instruction du cabinet du ministère de l'Intérieur aux préfets régionaux reçue le 22 août. Vous n'hésiterez pas à briser toutes les résistances que vous pourrez rencontrer dans les populations et à signaler les fonctionnaires dont les indiscrétions, la passivité ou la mauvaise volonté auraient compliqué votre tâche. D'autre part, dans les jours qui suivront l'opération projetée, je vous demande de faire procéder à des contrôles extrêmement sévères et à des vérifications d'identité par d'importantes forces de police afin de libérer totalement votre région de tous les juifs étrangers. Le message spécial arrive par télégramme. Appliqué instruction EJ 1942 le 26 août à 5 heures du matin. L'enveloppe scellée peut être décachetée et les opérations se dérouler, comme dans les consignes déjà présentes dans les notes et les instructions confidentielles du préfet de l'Hérault du 11 août 1942. Aux archives départementales de l'Hérault, nous conservons les rapports des chefs des groupes et groupements de travailleurs étrangers, ceux des services de police et de gendarmerie, du préfet délégué et du préfet régional. Ces rapports nous informent que les opérations se sont déroulées de manière satisfaisante d'un point de vue de l'organisation pratique. Le chef du groupement 3 des travailleurs étrangers apporte quelques nuances. Le chef du groupement 3 des travailleurs étrangers. Dans l'Hérault, l'embarquement a été fait dans des fourgons ordinaires que nous avons garnis de paille. Si l'on songe que le convoi comprenait bon nombre de femmes et d'enfants de tous âges, on peut admettre qu'il aurait pu être prévu des wagons de voyageurs. Tout paraît avoir été correctement réalisé le plus humainement possible, exception faite pour la question des wagons. Dans l'Hérault, le chef du groupement 8 rédige aussi un compte-rendu d'opération. Le chef du groupe 8. La partie de l'opération
confié aux formations de la main-d'œuvre étrangère, s'est déroulé au camp d'Agde dans le calme et dans l'ordre. Les chefs de service des renseignements généraux font également leur rapport pour les rafles organisées par le ministère de l'Intérieur. Le chef du service des renseignements généraux de Sète. J'ai l'honneur de vous rendre compte que le rassemblement et la conduite de certaines catégories d'Israélites étrangers au camp d'Agde n'a donné lieu à aucun incident significatif dans l'étendue de mon secteur. Le chef du service des RG de Béziers. J'ai l'honneur de vous faire connaître que les ramassages des Israélites qui ont eu lieu dans la matinée du 26 août courant se sont effectués sans incident. En Lozère, au sein des groupements de travailleurs étrangers, Le chef du groupe 321 à Chanac. Les opérations de ramassage se sont déroulées rapidement, malgré la rapidité avec laquelle il a fallu agir. dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, également pour les travailleurs étrangers, Le chef du sous-groupement 3 bis. Les opérations au groupe 416 se sont déroulées de façon très satisfaisante avec le minimum de cadres. Le chef du groupe 422 à Carcassonne. Les forces de police ont exécuté les opérations prévues sans incident pénible sérieux. Le chef du groupe 427 à Perpignan. Ces opérations se sont déroulées dans un ordre parfait. le bilan est mitigé puisque pour l'opération du ministère de l'Intérieur, seule la moitié des personnes ont été effectivement arrêtées. Les consignes de confidentialité n'ayant pas été respectées, il apparaît que les Juifs étaient informés. Par conséquent, de nombreuses personnes ont fui. Le chef du groupe 8 des travailleurs étrangers. Les Israélites, prévenus par leurs coreligionnaires et leurs amis, étaient déjà partis et les effectifs ramassés ont porté sur la moitié des chiffres prévus. Le chef des renseignements généraux de Béziers. De nombreux Israélites, ayant eu connaissance des mesures dont ils allaient être l'objet, avaient quitté leur domicile afin de se soustraire aux opérations de police. De ce fait, 50% environ des Juifs touchés par cette mesure ont pu être appréhendés et dirigés sur le camp d'Agde. Des incidents et des expressions de désespoir sont à déplorer. Le chef du groupement 3 des travailleurs étrangers. Une pendaison au 311 La Pérade et grave émotion au groupe avec évasions nombreuses. Le chef des renseignements généraux de Béziers. Quelques femmes ont été atteintes de crises nerveuses au cours des opérations de ramassage. Certains malades hospitalisés n'ont pas été épargnés. Le commissaire de police d'Agde. Dans la soirée, alors que les agents allaient chercher à l'hôpital 4 malades que le médecin traitant avait jugés transportables, la personne s'est jetée par une fenêtre de cet établissement et s'est fracturé une jambe. Il a été à nouveau hospitalisé. Que savons-nous de la réaction des Juifs et de l'opinion publique ? Le chef des renseignements généraux de Béziers. L'attitude des Juifs a été passive et résignée. L'opération a suscité la crainte de voir se généraliser les arrestations d'Israélites. Cette crainte s'est même manifestée dans les milieux israélites français. Les opérations effectuées par la police ont été critiquées comme étant contraires aux principes d'humanité français. Dans les masses, ces opérations ont provoqué la compassion à l'égard des Juifs arrêtés, voire l'indignation. Les milieux particulièrement hostiles à toute collaboration avec l'Allemagne ont tendance à exploiter cet événement à leur fin. Suite à l'examen des situations par la commission de criblage instituée au camp d'Agde, 355 étrangers ont été transférés au camp de Rivesaltes en 2 convois. Le premier convoi, parti le 27 août à 13h57, comprenait 222 personnes. Le second a quitté Agde le 31 août à 7h55, avec 133 personnes. Les opérations vont se poursuivre et d'autres arrestations vont être effectuées dans les mois qui suivent. Les évadés seront activement recherchés. Les enfants en colonie de vacances sont dirigés au camp de Rivesaltes pour retrouver leurs parents. Télégramme du 9e bureau du ministère de l'Intérieur du 1er septembre 1942. Afin de ne pas séparer parents et enfants, vous informe qu'il convient, dirigé sous escorte, avant 2 septembre dernier délai, sur camp Rivesaltes, enfants israélites, actuellement colonie dans votre département. De nombreuses listes nominatives figurent dans les fonds. Elles recensent non seulement les personnes arrêtées, mais également les exemptés et les évadés.
Ces listes concernent les travailleurs étrangers et l'arrondissement de Béziers. Cependant, nous ne disposons pas de toutes les listes de toutes les personnes arrêtées. Gérard Bouladou, le correspondant local du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, s'attachera à dresser les listes des victimes de ces rafles et parviendra à établir une cartographie des arrestations. Le service social des étrangers a joué un rôle important, à la fois au moment du déroulement des opérations, mais également au sein du camp de Rivesaltes. Ce rôle est décrit dans un rapport du délégué départemental du 11 septembre 1942. Il concerne la prise en charge des enfants isolés, l'assistance aux personnes âgées ou invalides, le regroupement des familles, notamment au camp de Rivesaltes. Les enfants en colonie de vacances seront regroupés avec leurs parents. Les différentes mesures d'assistance sociale en faveur des étrangers lors des vérifications des nationalités et des cas d'exemption notamment. Le rôle du service social est rappelé au travers des rapports d'activité. Un nom apparaît dans ces documents, celui de Sabine Zlatine, assistante sociale au sein de l'OSE, œuvre de secours aux enfants, connue pour avoir témoigné au procès Barbie au sujet de la rafle des enfants d'Isieux. On évoque, dans ces documents, le cas des enfants sortis des camps. Extrait du rapport d'activité d'un assistant social. Le 29 août. Suivant directive de Monsieur le délégué régional, je me rends au centre d'israélites de pré-criblage à Agde pour prendre contact avec Madame Zlatine, représentante de l'OSE, et qui doit prendre en charge les enfants laissés par leurs parents et les vieillards qui ont été libérés. Le 31 août, je retourne au camp d'Agde et j'accompagne jusqu'à Montpellier les enfants et vieillards pris en charge par l'OSE et qui ont été dirigés sur leur centre de Palavas ou remis aux personnes qui se sont offertes pour les accueillir. Les agents tentent d'intervenir dans les commissions de criblage à Agde et Rivesaltes. Extrait du rapport du délégué régional du service social des étrangers. 11 septembre 1942. D'après les témoignages que j'ai pu recueillir, l'action du service social a été pour tous réelle et précieuse, et a permis d'obtenir dans des conditions parfois dramatiques la libération de personnes qui, sans la présence des délégués de notre service, seraient sûrement partis. J'ajoute que les témoignages concordent aussi pour rendre hommage à l'esprit de compréhension et d'humanité dont firent preuve les représentants de la préfecture des Pyrénées-Orientales et de la commission de criblage. Et cela, en dépit des difficultés que ne cessèrent de leur créer les diverses instructions reçues en cours d'exécution. Des renseignements sont recueillis par une assistante sociale auprès des familles dans les camps. Dans un rapport qui a été attribué au délégué régional, figure une description des convois en partance de Rivesaltes. Extrait du rapport attribué au délégué régional. Tous les Israélites venant demander protection au service social, chaque équipier a procédé à un nombre considérable d'enquêtes qui ont été établies sur des fiches et transmises à la commission de criblage, notre présence ayant été refusée. C'est ainsi que des erreurs ont pu être évitées. Le premier convoi, composé de 401 personnes, a quitté Rivesaltes le 11 août. Il était exclusivement formé de gens se trouvant au camp depuis plusieurs mois. Le deuxième convoi a été effectué le dimanche 23 août. Il se composait de 175 personnes. Tout comme au départ du 11 août, le ravitaillement leur a été assuré abondamment par l'ordinaire du camp et largement complété par les œuvres. Au second départ, nous avons eu la possibilité de faire exclure à temps un certain nombre d'enfants et de jeunes filles. Une partie de ces jeunes Israélites a été mise en réserve dans un baraquement contrôlé par nous-mêmes, et l'autre partie dirigée de toute urgence sur le centre de Montmélian. Malheureusement, parmi les gens que nous avions réservés, la commission de criblage en a à nouveau repris un certain nombre, et notre nouvelle intervention a été inutile. Le troisième convoi, composé de 177 personnes, a quitté Rivesaltes le 31 août. L'embarquement s'est effectué la veille au soir. Le quatrième convoi, composé de 624 personnes, et le cinquième de 594 personnes, sont partis l'un le 4 septembre, l'autre le 14. Tous ces Israélites ont été embarqués dans des wagons à marchandises où avait été auparavant déposée de la paille. 25 personnes par wagon et les familles regroupées. L'embarquement s'est effectué sur le quai militaire du camp. Aux plus nécessiteux,
des vêtements ont été distribués par les soins du Secours national, qui en toute occasion n'ont jamais cessé de nous aider. Le service sanitaire a été tout le temps bien assuré, mais nous n'avons pas pu par la suite nous rendre compte des soins qui ont été prodigués à ces partants, car l'autorisation d'accompagner ces convois nous a été refusée. Le 6e et le 7e convoi sont partis les 21 et 28 septembre avec respectivement 72 et 70 personnes qui ont été embarquées à la gare de Rivesaltes dans des wagons à voyageurs. Les mêmes soins et les mêmes prévenances leur ont été manifestés comme au départ des convois précédents. Tous ces déportés paraissaient être résignés à leur sort. Et tous, sans exception, nous ont remerciés des démarches entreprises en leur faveur. Ils avaient la nette compréhension que les mesures dont ils étaient victimes étaient indépendantes de notre volonté et que dans la mesure des limites qui nous étaient accordées, nous avions contribué à améliorer leur sort. Et que malgré ces événements malheureux, la France conservait quand même son nom de terre hospitalière.